Bonjour. Alors quand on visite Venise, on visite en fait les ruelles, les places, les musées, les palais, et on visite aussi les églises. Alors je voudrais vous présenter quelques églises, non pas du tout sur un plan religieux, mais sur un plan artistique, culturel et on peut même dire historique. Parce que certaines églises sont, on peut le dire, davantage des musées que des églises. Alors je commence par la première et la plus importante d'entre elles, qui est en fait la basilique Saint-Marc, qui est place Saint-Marc à Venise. C'est une basilique qui, à l'origine, n'avait pas du tout l'aspect qu'elle a désormais. En fait, à l'origine, quand elle a été construite, entièrement en briques rouges, et elle était relativement trapue, massive, presque cubique. Elle était en fait en forme de croix grecque, c'est-à-dire en forme de croix, mais avec des branches égales de tous les côtés, et relativement étroite, relativement peu développée. Et cette église, donc, qui a accueilli le corps de Saint-Marc, Saint-Marc c'est quand même le saint patron de Venise, méritait autre chose que cet aspect massif en briques relativement dépouillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc petit à petit, au fil des siècles, on a décoré de plus en plus cette église au fil des siècles, donc ça veut dire avec des styles différents. Et on a une infinité de styles différents dans cette église, tout simplement. On a à la fois du style qui est d'inspiration byzantine, mais on a du style baroque, on a tous les styles, à tel point que on ne peut pas dire que la basilique Saint-Marc possède un style particulier à elle seule. Elle a tous les styles. Elle est unique. En ce sens, elle est unique au monde. Et alors, non seulement vous pouvez l'admirer de l'extérieur, avec ses mosaïques, ses clochetons, ses dômes, qui ont été refaits plusieurs fois, enfin, je vous passe les détails. Vous avez plus de détails sur mon site si ça vous intéresse. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous comprenez pourquoi on l'appelle la basilique d'or. Elle s'appelle comme ça parce que les murs et le plafond sont entièrement couverts de mosaïques d'or. En plus, c'est de l'or vénitien, c'est le même or que les autres, sauf que les Vénitiens prenaient une feuille d'or qu'ils enchâssaient entre deux petits carreaux de verre. Autrement dit, c'est lumineux comme on n'imagine pas de l'extérieur. C'est extrêmement lumineux, c'est merveilleux. Et ce sont évidemment des scènes de la Bible qui sont relatées. Et alors l'entrée est gratuite. Et il y a, si ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse, il y a la possibilité de monter au premier étage, donc c'est tout de suite quand vous rentrez sur la droite, montez l'escalier qui est un peu raide, et là vous accédez à la loggia. Alors ça c'est payant, hein. Vous avez un petit musée qui est intéressant, et puis vous avez la loggia. La loggia, vous avez une vue unique et superbe sur la place Saint-Marc, sur la tour de l'horloge qui est à côté, et puis sur le bassin de Saint-Marc avec les deux colonnes. Moi je vous conseille, si ça vous convient, bien sûr, de monter sur la loggia. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est payant, c'est pas très cher. Et puis vous avez une deuxième partie qui est payante également dans la basilique Saint-Marc. Tout ce qui est religieux, si vous voulez, c'est gratuit. Par contre, au fond, derrière, vous avez ce qu'on appelle la Pala d'Oro. C'est un tableau très ancien qui est fait entièrement d'or, d'argent et de pierres précieuses. C'est-à-dire que les personnages sont fabriqués en pierres précieuses. Alors, c'est une valeur artistique et culturelle inimaginable. Mais, je vous donne mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la partager. C'est pas forcément facile d'accès. Parce qu'on ne reconnaît pas toujours les personnages, parce que on la voit, je peux pas dire qu'on la voit de loin, mais c'est pas forcément très identifiable. Donc si vous avez des notions d'art, de religion, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'aller voir cette Pala d'Oro qui est unique. Mais si c'est pas le cas, vous allez avoir du mal à saisir toutes les subtilités de cette Pala d'Oro. Je vous le dis, c'est pas facile d'accès intellectuel. Voilà pour la basilique Saint-Marc. Alors, il y a la queue de temps en temps, enfin souvent, il y a la queue. La queue ne dure pas très longtemps. Mais si vous voulez ne pas faire la queue, vous pouvez aussi réserver.
Et donc, dans ce cas-là, vous avez une entrée plus rapide, beaucoup plus rapide. Et vous avez tous les renseignements sur mon site, venise20.com. Vous cherchez Basilique Saint-Marc et sur la première page, tout à fait en bas, vous avez un lien pour réserver. Voilà pour la Basilique Saint-Marc. Ça me paraît un incontournable de Venise. Sur un plan artistique, culturel, historique, c'est formidable. Vous avez rien que les mosaïques, vous voyez. Les mosaïques, vous avez des mosaïques qui sont très anciennes, et puis des 12e siècle, et puis vous avez des mosaïques beaucoup plus modernes. Et si vous comparez presque les mêmes sujets, vous voyez tout de suite la différence. Sur un plan artistique, c'est quand même très très intéressant. Voilà pour la basilique Saint-Marc. Et il y a d'autres églises. Bon, alors moi je fais un choix, tout le monde n'est pas obligé de faire le même choix et de suivre ce que je dis. C'est simplement, vous adaptez, je vous donne les infos, et vous vous adaptez à ce que vous préférez. Il y a une autre église qui me plaît beaucoup, c'est celle qui est dans le fond, c'est les Frari. En fait, on a toujours tendance à raccourcir, c'est pas les Frari, théoriquement c'est Santa Maria Gloriosa dei Frari. C'est une église gothique, toute en briques, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus élancée déjà que n'était la basilique Saint-Marc à l'origine. Et avec quelques festons de pierres d'Istrie blanches, vous voyez, il y a l'entourage du portail, il y a un oculus, il y a des clochetons au-dessus. Bon, c'est une église qui, d'apparence, comme ça, n'a pas l'air attirante. Mais alors quand vous rentrez dedans, par la façade, vous avez tout de suite un tableau qui vous saute aux yeux, c'est le tableau de l'Assomption de Titien. Et Titien avait prévu de faire ce grand tableau pour être pratiquement là où il est en ce moment. C'est-à-dire que tous les gens qui rentraient dans la basilique voyaient ce tableau de l'Assomption. L'Assomption, c'est donc l'Assomption de la Vierge au ciel. Elle a quitté le sol grouillant de population qui est le nôtre. Elle n'est pas encore arrivée au ciel où elle est attendue, elle est entre les deux, avec une énorme toile, une énorme toge rouge qui attire l'attention. Dès l'entrée, on voit que ça. C'est une très très belle toile qui a été un petit peu déplacée, mais pas beaucoup. Et elle fait toujours ce même office, depuis l'époque de Titien, d'attirer l'attention dès qu'on rentre. Des œuvres d'art, des peintures, il y en a encore beaucoup. C'est un musée, pratiquement. C'est un musée, c'est-à-dire que vous avez tous les grands peintres de l'école vénitienne ont des toiles qui sont exposées dans cette église. Je vous passe les détails. Et il y a quelque chose d'important aussi, ce sont, curieusement, les tombeaux. Les tombeaux, c'est pas lugubre. En fait, parce que par exemple, vous avez des tombeaux de Titien, vous avez des tombeaux de Canova, vous avez le tombeau un peu plus loin de Monteverdi, et puis vous avez d'autres tombeaux de doges qui sont, peut-être moins connus du grand public, ce qui est normal, mais ce sont des tombeaux qui sont impressionnants. Et il y en a même certains qui impressionnent, je veux dire, qui peuvent faire peur éventuellement. S'il y a des petits-enfants, ils peuvent avoir peur des tombeaux avec les représentations. Voilà, c'est intéressant, c'est une église où il y a à la fois, je dirais pas une pinacothèque quand même, mais enfin beaucoup d'œuvres peintes, de grands maîtres de l'école vénitienne. Et puis il y a beaucoup d'œuvres d'art, des sculptures. Donatello, je crois que je ne l'ai pas cité. Par exemple, vous avez au milieu, vous avez des stalles en bois qui sont sculptées, c'est assez époustouflant. Bref, vous avez là dans cette église beaucoup de choses à voir. Attention, alors elle est payante, elle fait partie du Chorus Pass, je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure. Et elle est payante parce que c'est plus un musée qu'une église. Par contre, le samedi, il y a des mariages. Donc faites attention. Si vous pouvez éviter le samedi, c'est mieux pour vous. L'église des Frari. Les Frari, c'est dans le nord-ouest à peu près de Venise. Un peu sous la gare, en gros. Voilà, les Frari. Moi, j'aime beaucoup cette église. Je suis très attaché, enfin, je ne suis pas le seul, à cette église sur un plan artistique. Vraiment, je vais la visiter régulièrement. Je trouve toujours matière à regarder. Alors vous avez une autre église qui, de l'extérieur, pourrait un peu ressembler. En tout cas, elle est dans ce même style, vous voyez, de briques, relativement élancées quand même, de briques, avec des festons de pierre d'Istrie. C'est San Giovanni e Paolo, qui est une église qui est au nord de Venise. San Giovanni et Paolo, alors c'est pas Saint Jean et Saint Paul, les apôtres. C'est Saint Jean et Saint Paul, mais ce sont des soldats romains qui étaient convertis au christianisme et qui ont été persécutés. D'ailleurs, il me semble bien qu'à Rome, enfin j'en suis même sûr,
Vous avez aussi une église Santi Giovanni et Paolo, et c'est pas les apôtres non plus, ce sont les 2 soldats romains. Donc cette église est intéressante, elle est payante également, parce que c'est plus un musée qu'une église, en fait. Et alors elle est intéressante parce que là encore, vous avez tout un tas de peintures de l'école vénitienne. Vous avez Palma le Jeune, Palma l'Ancien, Titien, Tiepolo, voilà, je vous dis ça de tête, hein, mais vous en avez beaucoup d'autres. Puis sur mon site, tout est un peu mieux détaillé. Mais vous avez beaucoup de peintures. Et puis, là encore, vous avez des tombeaux. Alors, des tombeaux de célébrités, des tombeaux de doges. Mais pour vous donner une idée de ces tombeaux, on est un peu à l'étroit, on dérange un petit peu le passage, mais bon, ça va, les gens ne disent rien. Ils sourient, alors tout va bien. Ils sont sympas, les Vénitiens, il faut dire ce qu'il est. Alors, donc, au niveau des tombeaux, pour vous donner une idée de ces tombeaux, de la grandeur, de la magnificence de ces tombeaux, vous avez à l'intérieur donc, de l'église des tombeaux avec, au-dessus, des statues équestres. Vous vous rendez compte? Les tombeaux, c'est des tombeaux monumentaux. Et alors, dans les tombeaux, alors, vous visiterez ça en détail. Il y a, si vous me permettez, moi, j'y suis attaché à cette église. Pourquoi je vous la cite? Parce qu'il y a un petit quelque chose qui me touche. C'est un tombeau. C'est le tombeau de Marc-Antonio Bragadin. Alors, Marc-Antonio Bragadin, pas grand monde connaît. Les Vénitiens connaissent un petit peu, certains Vénitiens connaissent, et puis ceux qui s'intéressent à Venise peuvent connaître. Mais la grande majorité des gens ne connaissent pas, et c'est dommage. Je vais vous raconter qui était Marc-Antonio Bragadin. C'était donc un Vénitien qui était commandant de la place de Famagouste, qui était une ville sur l'île de Chypre. Et l'île de Chypre, vous savez, était extrêmement convoitée par les Vénitiens, mais également par les Ottomans, et même les Espagnols aussi, enfin, parce qu'elle était en fait en face des routes des caravanes, donc elle avait un intérêt économique et militaire évident. Et donc les Vénitiens étaient sur la place, ils tenaient Famagouste, et ils ont été à un moment, ça a toujours été comme ça, hein, et en sens inverse aussi. Il y a toujours eu une guerre entre les Ottomans et les Vénitiens, et là, ce sont les Ottomans qui ont fait le siège de Famagouste. Et ils ont fait le siège longtemps, très longtemps, très longtemps, parce que la petite poignée de soldats vénitiens tenait bon. Et ils ont pu être ravitaillés par les Vénitiens à un moment. Enfin, bon, je vous passe les détails parce que c'est un peu complexe. Mais le siège a duré des mois et des mois et des mois, jusqu'à un moment où il a bien fallu se rendre à l'évidence. L'évidence, c'était que les soldats vénitiens ne pouvaient plus tenir. Alors, Marc-Antonio Bragadin a convenu avec les Ottomans de libérer la ville, de leur donner la ville, sous réserve que les soldats aient la vie sauve. Ce qui a été convenu. Et lorsque les portes ont été ouvertes, les Ottomans ont tué tous les Vénitiens, sauf Marc-Antonio Bragadin, qui lui a été supplicié. Et quel supplice! Alors là, je le dis aussi aux gens qui l'écoutent derrière, je vous le dis à vous, bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensible. Bouchez-vous les oreilles. Le supplice, c'est le supplice de Marsyas. Marsyas, on le retrouve dans la mythologie. Il avait en fait défié Zeus et il avait été supplicié, c'est-à-dire qu'on l'avait écorché, vif. On lui avait enlevé la peau. Marc-Antonio Bragadin, la même chose. Il a été écorché vif, on lui a enlevé la peau à vif. C'est un petit supplice qui se faisait à l'époque. Et enfin, j'ai du mal à m'imaginer non seulement le degré de souffrance, mais la durée de cette souffrance. Parce qu'à mon avis, il n'est pas mort rapidement. Vous avez des supplices, bon, au bout d'une heure ou deux, c'est terminé. Mais là, à mon avis, il a dû souffrir très, 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 très longtemps. C'était quelqu'un de valeureux, et moi, je trouve que c'est un des symboles de la résistance vénitienne. Et les Vénitiens ont réussi à récupérer la peau de Marc-Antonio Bragadin, qui se trouve maintenant dans le tombeau. Alors le tombeau de Marc-Antonio Bragadin, il est relativement facile à trouver, parce que quand vous rentrez, il est sur la droite, un petit peu en hauteur. Et au-dessus de son tombeau, vous avez une peinture, justement, du supplice de Marsyas. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez bien Marsyas qu'on est en train d'écorcher, vous comprenez ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez vous déboucher les oreilles, hein. C'est bon. Voilà. Alors donc,
moi, ça me touche, si vous voulez, cette église, et ce tombeau en particulier, de Marc-Antonio Bragadin. Si vous aimez Venise, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Venise, il faut retenir ce nom de Marc-Antonio Bragadin. En tout cas, moi, il m'est très 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 cher. Voilà pour Santi Giovanni e Paolo, que les Vénitiens appellent Zanipolo. Il y a une autre et dernière église que je voudrais mettre en valeur, qui ne ressemble pas du tout alors à ce qu'on voit. C'est tout à fait alors dans l'est de Venise, c'est San Pietro. San Pietro di Castello, c'est vous prenez la large via Garibaldi, vous passez le pont des Quinta Valle, et puis c'est un petit peu sur la gauche, ça tourne un petit peu, mais enfin vous y retrouverez facilement. Et là vous arrivez sur une place hyper tranquille. On est toujours en plein Venise, dans le centre historique, très tranquille, avec une église, avec une façade baroque qui a été faite par Palladio. Et l'église, alors elle est payante. Quand vous rentrez dans cette église, alors c'est la même chose. Vous avez une infinité de tombeaux plus spectaculaires les uns que les autres. Certains sont beaux, d'autres sont pas beaux, mais sont impressionnants. Vous avez des peintures de l'école vénitienne, alors je ne vais pas répéter, mais c'est un musée. C'est pour ça que c'est payant. San Pietro di Castello. Et je vous disais tout à l'heure que certaines églises sont payantes et font partie du Chorus Pass. C'est le cas des Frari, c'est le cas de San Pietro di Castello. Voilà, alors, moi je trouve que cette église vaut le coup parce que déjà vous serez dans un lieu tranquille qui est moins fréquenté, dirons-nous, par les touristes. Et il y a 2 ponts qui amènent à cette île. Puisque vous êtes arrivé par le pont de Quinta Valle, prenez l'autre pont pour repartir. Et là, vous baladerez dans les petites ruelles de Castello. Je pense que ça vaut le coup. Si vous aimez les vieilles pierres, l'authenticité, je pense que ça vaut le coup. Voilà pour les églises. Je ne vous ai pas tout cité, ni toutes celles que je connais et que j'aime bien. Je pourrais citer le Redentore, qui est tout à fait au sud, sur la Giudecca, ou bien alors carrément en plein nord. Vous avez l'église de la Madonna dell'Orto. Alors la Madonna dell'Orto, c'est un peu ce style-là quand même, qui est l'église des Tintoré. Tintoré, la famille Tintoré est enterrée au fond à droite. Bon, le tombeau, il n'est pas très spectaculaire, des Tintoré, mais ça peut être émouvant de savoir que le peintre Tintoré, c'est pas n'importe qui, est enterré à cet endroit, avec sa famille. Voilà, alors pour des églises, vous en avez d'autres. Alors ici, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, qui est moins connue, c'est San Sebastiano. San Sebastiano, c'est une église qui est à côté de l'arrêt de Vaporetto San Basilio. Donc vous traversez la petite place, vous longez un petit peu, très peu, le Rio, et là vous avez 2 ponts, me semble-t-il, je vous dis ça de tête, et au 2e pont, vous voyez l'église qui est tout de suite là, de l'autre côté du Rio. Et c'est une église avec beaucoup d'œuvres, notamment de Véronèse. Voilà. Alors ça, c'est une église. Alors vous avez beaucoup d'œuvres que vous pouvez visiter artistiquement, mais c'est une église, c'est-à-dire qu'il y a des cérémonies dedans. L'accès est un peu plus difficile. Elle fait partie du Chorus Pass aussi, San Sebastiano. Enfin bon, voilà, j'arrête parce que je vais toutes vous les citer. Et puis il faudrait que je libère le passage pour les gens. Parce que j'ai une petite foule d'admirateurs derrière. Alors, je voulais en 2 mots vous expliquer le Chorus Pass. Le Chorus Pass, en fait, les églises qui sont, comme vous l'avez compris, des musées, c'est une association qui s'appelle Chorus, qui s'est montée, et avec l'ambition de conserver en fait les richesses de ces églises et de les mettre en valeur pour le public. C'est ce qui est fait. Donc vous avez 16 églises du Chorus Pass. Je vous montre la liste là. 16 églises du Chorus Pass, et dans toutes les églises, vous avez quelque chose. Alors des fois, vous avez 2, 3 œuvres, pas plus, ça peut être très petit. Mais vous avez toujours quelque chose d'intéressant, et puis alors, je vous en ai cité, les Frari ou Zanipolo, c'est énorme, quoi. C'est des musées. Pas aussi grands que l'Accademia, mais enfin, c'est quand même, vous pouvez y rester 1 heure dedans, Voilà, donc vous avez toutes sortes d'églises très différentes. Il y a les Miracoli, j'ai oublié les Miracoli, qui est une église Renaissance, de style Renaissance. C'est intéressant, parce que des églises de style Renaissance, il n'y en a pas beaucoup. À Venise, vous avez ça, c'est on va dire en plein centre. Voilà. Enfin, plein centre, un peu plus dans le nord, mais moins que la Madonna dell'Orto. Voilà ce qu'on peut dire, et
Le Chorus, donc l'association Chorus, propose un pass, qu'on appelle le Chorus Pass, pour visiter les 16 églises. Une fois que vous avez acheté votre Chorus Pass qui dure 1 an, vous pouvez visiter les 16 églises que je vous ai montrées. Ça peut être intéressant. Pas si vous passez, vous voyez, 1 jour, 2 jours à Venise, ça me paraît pas intéressant parce que vous n'aurez pas le temps de visiter beaucoup. Mais si vous revenez régulièrement à Venise ou bien si vous passez 3 jours ou 1 semaine, ça peut valoir le coup de prendre le Chorus Pass. Ça dépend de vos goûts. Ça dépend de vos goûts. Il faut voir sur un plan artistique ce qui vous intéresse. Tout dépend de votre sensibilité à vous, quoi, en fait. Je crois que j'ai fait le tour avec les églises. Et je vais libérer le passage en remerciant les gens de leur patience. Merci, au revoir.